Alors bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance numéro 3, cette session numéro 3 de magistrature ou dictature DPJN, session live. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de faire le point sur l'état des choses dans le dossier de la protection de la jeunesse. Comme vous l'avez vu, dans quelques minutes à l'émission Tout le monde en parle, on vous présentera un fameux documentaire qui durera pendant 10 semaines, c'est-à-dire pratiquement jusqu'au début, jusqu'à la présentation du rapport final de la commission Laurent. Donc, à chaque lundi, Radio-Canada va présenter cette série qui s'intitule Au cœur de la DPJ, donc qui sera suivie à l'émission 2460 de discussion. Donc, ça va durer tout l'hiver. Maintenant, résumons l'état des choses en 4 points. Premièrement, les audiences publiques. Deuxièmement, le rapport préliminaire de la commission Laurent, le rapport Votre Histoire et le rapport des forums régionaux. Par ailleurs, il serait important de prendre note et de mentionner que la commission Laurent a tenu des audiences particulières, des audiences de travail avec les directeurs de la protection de la jeunesse du Québec et les directeurs de la santé publique. Pour l'instant, le contenu de ces audiences n'est pas connu. Aux audiences publiques, il y a eu 335 témoins qui ont été entendus et les vidéos sont disponibles sur le site de la commission. Pour notre part, les Papas en Action ont passé dès la deuxième journée des audiences publiques au mois d'octobre 2019. Les audiences se sont déroulées jusqu'au mois de mai de l'année suivante. Nous en avons déjà parlé dans le chapitre 11. Il s'agit presque essentiellement de témoignages d'experts, c'est-à-dire des fonctionnaires de l'État qui viennent de diverses institutions ou de divers ministères du gouvernement. Maintenant, le rapport préliminaire du 30 novembre 2020 est un prélude au contenu du rapport qui va être déposé le 30 avril. Dans son rapport, la commission Laurent reconnaît un certain nombre de choses. Il existe un grand désir de changement par rapport à la DPJ. Le travail des intervenantes a été fragilisé. Les intervenantes manquent de soutien. La charge de travail administratif est lourde. La DPJ est isolée depuis la réforme Barrette qui a créé les CIS et les CIUS. Le financement de la DPJ est depuis toujours insuffisant. Les besoins des familles d'accueil ne sont pas suffisamment reconnus. Donc, ce sont en bref les constats que le rapport préliminaire du 30 novembre de la Commission dévoile. De ces constats, la Commission recommande un nouveau sous-ministre, c'est-à-dire un directeur provincial ou national, si vous voulez, de la protection de la jeunesse, pour exercer du leadership auprès des DPJ. Cependant, comme on l'a déjà dit, cet administrateur-là ne pourra pas agir dans les dossiers personnels des personnes. Cette nomination, en réalité, ne change absolument rien au pouvoir discrétionnaire des intervenantes, puisqu'il s'agit d'un fonctionnaire de haut niveau qui n'a pas le pouvoir discrétionnaire. Il s'agit d'un pouvoir général. On en a parlé à plusieurs reprises dans magistrature ou dictature. Nous tenons aussi à rappeler que la première recommandation de la commission Laurent, c'est d'implanter la déclaration de grossesse avec un plan de suivi des futurs parents. Cela veut dire une surveillance accrue des futures familles. Selon la commission, le rapport sur Votre Histoire, donc les parents qui ont communiqué par courriel ou par téléphone avec la commission puisqu'ils n'étaient pas acceptés aux audiences publiques, aura permis de confirmer l'importante mobilisation des Québécoises et des Québécois. Toutefois, les témoignages ne sont pas publiés. Le rapport Votre Histoire ne donne qu'un aperçu des problématiques qui ont été soulevées par les citoyens et les professionnels. Premièrement, résumons le point de vue des professionnels qui ont participé.
En bref, les intervenantes ont déclaré ce qui suit. Conditions de travail difficiles, pénurie de main-d'œuvre qui cause des charges de travail supplémentaires, l'exode des intervenantes vers d'autres emplois, les impacts psychologiques d'exercer une telle profession, une charge mentale émotive lourde à supporter, le manque de formation, le manque de supervision, le manque d'encadrement, le manque d'accompagnement pour les nouveaux employés, beaucoup de pression pour fermer les dossiers, de nombreux rapports et de formulaires à remplir qui s'avèrent inutiles. Les objectifs administratifs sont plus importants que l'enfant. Des listes d'attente sont cachées pour atteindre les objectifs du ministère. Les intervenantes craignent des représailles de leur employeur, vu l'omerta dans les bureaux des DPJ et les centres jeunesse. Pour la commission, les témoignages des parents ne donnent pas un portrait impartial, puisqu'il s'agit plutôt d'un point de vue particulier des enfants et des familles du Québec. Et c'est écrit dans le rapport. À la page 4, la commission nous dit qu'il se dégage 3 principaux constats. Un besoin d'être entendu qui s'inscrirait dans un processus de guérison. Un désir de soumettre des recommandations. Plusieurs personnes croyaient que la commission Laurent pourrait les aider dans leurs dossiers particuliers, ce qui n'est pas le cas. Dans le fond, je reviens au même principe que le directeur national. Il ne pourra pas vous aider dans vos dossiers particuliers. C'est un pouvoir général et non pas un pouvoir discrétionnaire. Globalement, tout le monde a vécu des expériences négatives et très peu de témoignages positifs ont été transmis à la commission. Les principales critiques qui ont été transmises sont les suivantes. L'abus de pouvoir de la DPJ, l'absence de contre-pouvoir réel, les plaintes au protecteur du citoyen et à la Commission des droits de la personne restent lettre morte, ça ne donne rien. La DPJ n'est pas imputable. La DPJ ne reconnaît pas ses erreurs. La DPJ est plus forte que la police. Les grands-parents sont laissés de côté. On doute de la compétence professionnelle des intervenantes. La DPJ n'aide pas les parents qui lui font appel. Par exemple, il y a des parents qui s'auto-déclarent, qui font des signalements sur eux-mêmes pour avoir de l'aide de la DPJ, mais ils se rendent compte que la DPJ ne les aide pas et ça se retourne contre eux de faire appel à la DPJ. La Chambre de la jeunesse n'est pas impartiale. Au tribunal, les témoignages des intervenantes et des avocats valent toujours mieux que le témoignage du parent. Des juges ont une attitude irrespectueuse. Des intervenantes tiennent un double discours. Les enfants ne sont pas représentés. Leur voix n'est jamais entendue. Extrêmement difficile de trouver des avocats. Les dossiers sont surjudiciarisés au lieu de soutenir les familles qui demandent des services. Les membres de la fratrie, les frères et les sœurs, sont toujours séparés au bon vouloir des intervenantes. Les allers-retours entre la famille biologique et les familles d'accueil et les centres de réadaptation sont trop nombreux. On place les jeunes sans faire aucune consultation avec les parents ni les enfants et on leur donne très peu d'explications. Les parents biologiques payent des frais de placement élevés lorsque leurs enfants sont placés en famille d'accueil et en plus leurs allocations familiales sont réduites. Cela pénalise le reste de la famille. Si un parent se plaint, les visites supervisées sont annulées. Bref, la DPJ manipule les parents avec ses visites supervisées. Les intervenantes sont malhonnêtes et ne sont pas impartiales dans le traitement de leurs dossiers. Ces plaintes des parents, la commission a conclu que la théorie voulant que certaines intervenantes ne disent pas la vérité
ou qu'elles trafiquent les dossiers, qu'elles manipulent l'information, qu'elles inscrivent des fausses informations dans le but de faire mal paraître les parents devant la Cour. Pour la Commission, il s'agit d'allégations qui vont dans le même sens, dans la même veine, comme c'est écrit dans la même veine, que les parents qui dénoncent le pouvoir trop grand des intervenantes sur la vie de la famille. En somme, ce sont des présumées injustices et à la page 14 de ce rapport « Votre histoire », la commission Laurent tire une conclusion à l'effet que peu importe si ces doléances, si ces plaintes sont fondées ou ne sont pas fondées, il s'agit d'un fait où les parents témoignent d'un sentiment d'injustice et d'une incompréhension importante des processus décisionnels. Le tout pour avoir vécu des expériences négatives avec la DPJ. Maintenant, regardons le rapport sur les 42 forums régionaux. En fait, l'information est très générale et on fait état plutôt du nombre de parents qui sont venus et du nombre d'intervenants qui sont venus dans chacune des régions du Québec. Donc, les principaux constats et les pistes de solutions sur les enjeux viennent surtout du côté des professionnels. Curieusement, la Commission n'a tiré aucun constat majeur du côté des citoyens qui se sont présentés dans 9 régions où elle est allée. Cependant, du côté des intervenantes, il existerait des constats majeurs selon la Commission, une meilleure rémunération des intervenantes, une meilleure reconnaissance de l'expertise professionnelle des intervenantes. La charge de travail des intervenantes doit être réduite. La protection de la jeunesse doit être plus autonome. Il faut donner une plus grande reconnaissance au travail des intervenantes. On demande qu'il faut augmenter la protection dans les CPE, dans les centres de petite enfance et dans le milieu scolaire. Lorsqu'on analyse le discours et le ton employés dans les rapports de la Commission Laurent, ce discours décomplexé de la Commission alléguant l'ignorance des parents sur le processus décisionnel s'accompagne d'une justification idéologique des échecs et des malheurs d'une classe de parents détruits par la DPJ. Bien plus, on pourrait même y voir une perception entachée de mépris à l'égard des familles qui disent avoir été victimes des abus de la DPJ. Ceci nous amène à ouvrir une petite parenthèse sur une enquête comparative qui a été menée par des sociologues français auprès des riches des beaux quartiers de 3 grandes métropoles du monde. Donc, le but, c'était d'analyser la perception des riches sur les pauvres et sur la croissance des inégalités causées par les effets de la globalisation sur le monde actuel. Les riches vivent de plus en plus repliés sur eux-mêmes et ils se retranchent volontairement des autres couches de la population. Les riches interviewés sont persuadés d'être porteurs d'une supériorité morale. L'étude relève que la répulsion physique est un élément récurrent chez les riches, c'est-à-dire une peur d'être contaminés par le contact avec les couches sociales pauvres. Les riches soupçonnent les plus pauvres de manquer de culture et de manquer de savoir élémentaire. Il existe donc dans le monde actuel une racialisation frappante de cette élite qui possède l'art du contrôle social. Les classes inférieures sont considérées comme une humanité différente et la richesse est de plus en plus valorisée comme un idéal de réalisation de soi. L'effet pervers de cet état de choses entraîne un processus de stigmatisation
Du fait de la concentration de la richesse, il résulte une augmentation de la ségrégation dans les sociétés industrialisées comme la nôtre. Donc l'ouvrage intitulé « Ce que les riches pensent des pauvres » est paru aux éditions du Seuil en 2017. Les sociologues démontrent clairement la persistance de la frontière de classe et la perception insidieuse des riches. Bref, c'est une triste réalité qui tend à progresser dans nos sociétés industrialisées. Pour conclure sur les rapports de la commission Laurent, soyons très clairs. Les constats sociologiques que je viens de vous parler donnent un coup de poing en pleine gueule des beaux principes de solidarité nationale à travers des systèmes de protection au prétendu profit de l'ensemble du corps social. En vérité, les risques de fragmentation sociale sont de plus en plus visibles et cette manière d'administrer les familles et les plus pauvres, les plus démunis, constitue une vraie menace pour la société. Maintenant, regardons de plus près ce que nos riches de chez nous préparent dans les mois qui s'en viennent avant la sortie du rapport de la commission Laurent. Il est très important de comprendre ici qu'il s'agit d'un lobbyisme très puissant et d'une campagne de séduction de la population. L'appareil dépégien et ses acolytes vont manifestement tenter d'agir auprès du législateur pour faire modifier la loi sur la protection de la jeunesse à leur avantage, dans le but de gagner plus de pouvoir et dans le but d'avoir plus de budget, notamment pour mieux payer les intervenantes, avoir de meilleurs salaires et diminuer leurs charges de travail. Mais la puissance de la DPJ associée à la TV d'État ne doit pas nous décourager dans notre démarche, puisque notre démarche est bien fondée, qu'elle est louable et qu'elle est dans l'intérêt public et qu'elle est d'une manière collaborative avec le législateur. C'est un acte de collaboration pour mieux informer le législateur. Vous remarquerez rapidement que l'actualité concorde, est très concordante avec les démarches législatives à l'Assemblée nationale. Prenons un exemple récent. Le projet de loi sur les agressions sexuelles qui vise à créer un tribunal, qui est un tribunal d'exception, un tribunal spécialisé, dans le fond, pareil comme la Chambre de la jeunesse, qui est un tribunal spécialisé. C'est un peu ça qui est le but du projet de loi sur les agressions sexuelles. Donc, le rapport du comité d'experts sur l'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles et de violences conjugales a été présenté publiquement en conférence de presse sur Facebook le 15 décembre à 11h du matin. Donc, le 15 décembre à 11h du matin, les députés et les ministres concernés, ainsi que quelques personnes qui ont travaillé dans ce comité-là, présentaient le rapport du comité. Quelques heures plus tôt, le député Harold Lebel était accusé d'agression sexuelle à l'endroit d'une députée de sexe féminin dont l'identité n'a pas été révélée. Les journalistes ont interprété le fait comme étant une pure coïncidence. Et comme si ce doute n'était pas suffisamment omniprésent sur cet effet de coïncidence, quelques heures à peine après la conférence de presse, c'était le résultat sur la poursuite contre le magnat de l'humour québécois Gilbert Rozon qui a été acquitté. Donc, il y a 40 ans, Mme Annick Charette s'était rendue au domicile de Rozon sur les petites heures du matin après avoir consommé dans un bar. Nous ne commenterons pas la décision. Toutefois, en ce qui concerne M. Lebel, je le connais pour l'avoir rencontré à plusieurs reprises. Une anecdote. Donc, au moment où cet événement-là se serait produit en 2017, l'agression de M. Lebel sur une autre députée, je travaillais comme recherchiste à l'Assemblée nationale du Québec et j'ai même fourni de la documentation à M. Lebel qui travaillait dans un bureau à quelques pas d'où je travaillais à ce moment-là.
Vous savez, à l'Assemblée nationale, il faut être plus blanc que blanc. Et je sais pertinemment que les députés et le personnel masculin étaient très prudents. Le député Lebel, qui est marié avec des enfants, est-il assez stupide, aveugle et incompétent pour aller agresser une autre députée à l'Assemblée nationale et risquer son avenir, risquer ses fonctions, sa réputation dans un contexte social aussi délicat? Ceci étant dit, faites le constat par vous-même, mais la politique de l'heure, c'est une question d'image, notamment celle des chefs d'État, mais de plus en plus par la manipulation de l'opinion publique. Sur le site Internet de l'UNESCO, vous pourriez lire une lettre d'Albert Einstein dirigée à Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, « Pourquoi la guerre ?» Donc, en discutant de l'appétit de pouvoir politique d'une minuscule classe régnante, Einstein pose la question à laquelle il répond aussitôt. Comment se fait-il que cette minorité puisse asservir à ses appétits la grande masse du peuple? Cette minorité des dirigeants de l'heure a dans la main tout d'abord l'école, donc l'éducation des enfants. On revient encore aux enfants. La presse, les médias. Donc, c'est par ces moyens qu'elle domine, en parlant de la petite clique, qu'elle domine et dirige les sentiments de la grande masse dont elle fait son instrument aveugle. Nous en avons souvent parlé dans Magistrature ou dictature, la question des trois pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Einstein disait ceci. Les États créent une autorité législative et judiciaire pour l'apaisement de tous les conflits pouvant surgir entre eux. Ils prennent l'engagement de se soumettre aux lois élaborées par l'autorité législative, de faire appel au tribunal dans les cas litigieux, de se plier sans réserve à ses décisions et d'exécuter pour en assurer l'application toutes les mesures que le tribunal estime nécessaires. Einstein dit « Je touche à la première difficulté, dit-il. Un tribunal est une institution humaine. » Effectivement, nous devons être en accord avec le célèbre Einstein. Les verdicts d'un organe juridique se rapprochent d'un idéal de justice, mais dans quelle mesure la Chambre de la jeunesse du Québec, qui marche main dans la main avec la DPJ et qui est composée de juges qui sont des ex-employés de la DPJ, peut-elle atteindre pareil objectif d'idéal de justice? Nous avons établi par ailleurs au chapitre 11 qu'il existe maintenant un risque sérieux à l'effet que les familles pauvres du Québec sont en péril et que dans ce mode de gestion, dans ce mode d'administration de l'intérêt de l'enfant, et peuvent donc perdre leurs enfants sur des motifs déraisonnables qui ne respectent pas l'esprit de la loi. Nous avons réitéré que ce que le comte de Montesquieu, qui est à la base de l'indépendance judiciaire, puisque Montesquieu venait d'une famille de magistrats, avait établi quelques siècles plus tôt. Donner un grand pouvoir à une personne, c'est l'exposer à commettre l'abus de pouvoir. Cette présomption est vraie, et elle repose sur le précepte philosophique bien connu voulant que celui ou celle, dans le cas des intervenantes, celle qui dispose d'un pouvoir est naturellement portée à en abuser. Nous savons qu'il existe des abus discrétionnaires commis par des intervenantes de la DPJ. Maintenant, Radio-Canada va tenter de convaincre la population québécoise que ce sont des femmes exceptionnelles. Bien entendu, il faut faire la part des choses. Ce ne sont pas toutes les intervenantes. Nous avons des preuves qu'il existe des abus discrétionnaires et que des enfants ne devraient pas être enlevés à leurs parents. Et cette loi d'exception, cette qualité de cette loi-là qui est exceptionnelle, est bafouée dans beaucoup de dossiers au Québec.
Radio-Canada s'engage à faire de la propagande pour le compte de la DPJ pendant 10 semaines avant la sortie du rapport Laurent. Maintenant, Madame, Monsieur, les papas en action n'ont qu'un seul but. Nous voulons agir avec bienveillance dans l'intérêt public, et non pas dans un esprit de confrontation, mais dans un esprit de collaboration avec le législateur dans l'édiction de la prochaine loi sur la protection de la jeunesse et pour le bien de l'institution familiale francophone d'Amérique. Le chemin prioritaire pour nous, c'est celui par lequel nous allons dévoiler aux législateurs l'autre côté de la médaille avec des statistiques et avec des témoignages. Dans les rapports de la Commission Laurent, il y a des gens qui ont dit beaucoup de choses à la Commission Laurent. Vous avez vu la liste que j'ai défilée tout à l'heure? C'est un peu la même chose qu'on dit dans magistrature ou dictature. Toutefois, les témoignages restent cachés. Mais la partie finale va se jouer à l'Assemblée nationale dans un salon de l'Assemblée nationale devant une commission parlementaire et comme je le disais dans la dernière session numéro 2, c'est notre droit constitutionnel d'être représenté aux consultations particulières pour donner notre point de vue dans ce débat public, débat d'intérêt public sur l'intérêt de l'enfant. Il n'y a pas juste le côté que Radio-Canada va présenter dans les prochaines semaines, et il n'y a pas juste la position des experts qui vont aller s'exprimer à l'émission de Mme Anne-Marie Dussault. À cet égard, au fur et à mesure des sessions live, nous allons nous instruire des règles de droit administratif, c'est-à-dire le domaine du droit qui régit la relation entre le citoyen et le pouvoir de l'État dans notre société de droit. Première question. Comment peut-on faire pour assister aux commissions parlementaires? En fait, vous ne pouvez pas assister aux commissions parlementaires, M. Gagnon, à moins d'être invité. Vous pouvez assister aux commissions parlementaires par le biais des séances vidéo de l'Assemblée nationale. Vous allez sur le site de l'Assemblée nationale, vous cliquez sur la section vidéo et vous allez avoir la liste des commissions parlementaires qui sont en cours. Donc, de cette manière, vous pouvez assister en direct aux commissions parlementaires. Bon, qui participe à ces commissions? Les commissions parlementaires, c'est les partis politiques dépendamment du nombre de sièges qu'ils ont à l'Assemblée nationale. Donc, c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui donne le nombre de députés pour lesquels les partis ont le droit d'assister. Normalement, les partis politiques ont des porte-paroles pour chaque aspect de la société, que ce soit la jeunesse, le tourisme, le transport. Donc, il y a des porte-paroles. En règle générale, ce sont les porte-paroles qui vont représenter le parti politique à la commission parlementaire dans l'étude détaillée du projet de loi. Alors, Madame, Monsieur, je vous remercie infiniment pour votre participation et je vous reviens dimanche soir prochain. Au revoir. Merci beaucoup.